Et voilà qui nous amène à cette question qui agite plus que jamais le débat public. Au-delà même du chômage, au-delà même de la crise financière que nous avons vécue, faut-il se préparer à vivre en croissance zéro ou quasiment nulle? Jusque-là, les choses étaient assez simples. On disait après la pluie, le beau temps, après la récession, la reprise. Eh bien, cette perspective-là semble s'éloigner. Plusieurs livres parus dernièrement s'en font d'ailleurs l'écho. Alors, on va s'y arrêter ce soir. On va voir comment certains se sont fait à cette idée de la croissance zéro et en tirent les conséquences. On va entendre ceux qui défendent et ceux qui s'opposent à cette idée. Mais d'abord, le constat. Bonsoir François Langlais. Bonsoir David. Ces dernières années, la croissance s'est arrêtée. C'est devenu la norme. Oui, c'est la norme depuis quelques années. La quantité de richesse produite en France n'augmente plus. Alors que dans le même temps, la population, elle, continue à progresser. Ce qui veut dire que la richesse par habitant décline. Et c'est ça qui explique le chômage record et la persistance de déficits élevés. On va regarder l'évolution de la croissance en France sur 20 ans. Entre 1994 et 2008, le PIB français fait un bond gigantesque, plus 33%, c'est considérable. En 2009, le creux marqué, c'est la récession, et depuis, ce plateau sur lequel nous sommes collés, c'est la croissance zéro et qui nous paralyse. Le plus troublant, c'est que même les pays qui sont partis plus vite que nous, les États-Unis ou bien le Royaume-Uni, connaissent une activité économique plus faible qu'avant la crise. L'économie mondiale semble tourner moins bien. Et c'est ce qui fait dire à certains économistes que nous pourrions être entrés dans une nouvelle ère, celle de la grande stagnation. Est-ce qu'on peut imaginer que la croissance s'arrête vraiment? Y a-t-il eu dans l'histoire des périodes, des longues périodes sans croissance? Je vais vous montrer quelques chiffres. C'est la croissance mondiale sur 1000 ans. 1000 ans d'économie. En fait, on doit ces chiffres à un économiste renommé, c'est Angus Madison, qui les a reconstitués à partir de sources extrêmement variées. 1000 ans. 1000 ans. Pendant des siècles, la croissance mondiale, c'est cette ligne plate qui végète au niveau du sol. La croissance est quasiment nulle dans tous les pays parce que les technologies n'évoluent pas, les enfants font exactement comme leurs parents, l'économie est immobile. Au point que lorsque la population baisse, c'est à ce moment-là que le niveau de vie progresse. Comme en 1350, quand l'épidémie de peste noire frappe l'Europe, 30% des Européens disparaissent, les survivants voient leurs revenus progresser. Un économiste britannique, Thomas Malthus, préconise justement à partir de ce constat, en 1798, qu'on limite la fécondité. Moins on est, nous dit-il, mieux on sera. Mais il se trompe lourdement, parce qu'au même moment, au XVIIIe siècle, on invente la machine à vapeur, qui déclenche la révolution industrielle. La croissance naît à ce moment-là, avec la mécanisation, avec l'industrie, avec les transports. Les revenus des Européens progressent, ils se libèrent petit à petit du travail physique grâce à l'énergie, qui dope la productivité. Le pétrole apparaît, et puis l'électricité, qui déclenche un boom du PIB mondial, 200 ans de croissance verticale, bon, surtout évidemment aux États-Unis et en Europe, avec tout en haut la vague d'innovation actuelle, celle que nous connaissons, celle de l'informatique communicante, l'Internet. Le problème, c'est que cette vague est décevante. Elle produit moins de croissance que celle de l'énergie, ce qui fait dire à nos économistes que nous pourrions retrouver une ligne de croissance plate comme avant la machine à vapeur. Passionnant. Merci François. Alors faut-il s'habituer à cette idée, l'idée que vous évoquez, l'idée que l'accumulation indéfinie des richesses est une illusion? Eh bien certains en ont pris leur parti et poussent la logique jusqu'au bout. Reportage Laurie Varman, Lou Cricorian avec Julien Dupéret. Et donc voilà mon costume que j'ai porté pendant 10 ans, ma vie au moins. Fini les costumes cravates. Aujourd'hui, l'outil de travail de Didier Euflin, c'est sa bêche et son râteau. Depuis 2 ans, cet ancien directeur financier a emménagé dans cette ferme, dans le Cher, avec sa compagne et ses 2 enfants. Finalement, c'était pas les œufs du jour. Avant, le couple gagnait 5 000 € par mois. Aujourd'hui, ils ont divisé leurs revenus et leurs dépenses par 2. Moins d'argent, mais une nouvelle vie moins stressante pour toute la famille. En fait, il se noyait dans son travail voilà, pour ramener de l'argent qui finalement ne nous servait pas à grand-chose. Et du coup, un individu qui n'est pas heureux dans son travail, il n'est pas heureux dans sa vie de famille, dans son couple, ça a des répercussions sur tout le monde dans la famille. Pour assurer les fins de mois, Didier travaille comme consultant quelques jours par semaine. Le reste du temps, il est à la ferme avec Marion entre culture et activités pédagogiques. Tout dans leur quotidien a changé. Plus question de mettre les pieds au supermarché. Le garde-manger est à portée de main. Avant, je travaillais 10 heures par jour dans un bureau. Donc dès que je sortais de mon bureau, j'allais dans un magasin, quoi, acheter ce qu'il me fallait, le petit plat tout prêt pour manger ça devant la télé le soir, quoi. Et aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, eh ben, on vient de décider le menu ensemble, donc je vais dans mon jardin et je prends les côtes de bêtes et on va aller chercher les œufs dans le poulailler. C'est leur philosophie, fuir la surconsommation. C'est quand même fou d'être dans un système économique qui dépend du consommateur. Que s'il continue pas d'acheter des choses dont il n'a pas besoin avec de l'argent qu'il n'a pas, le système économique s'effondre. Pour moi, c'est vraiment du coup un non-sens. On va se manger cette omelette. Blettes, œufs, haricots, tout sur cette table vient des animaux et du jardin. Les parents ont renoncé aux produits transformés et à la viande industrielle, aux grandes dames des enfants. Qu'est-ce qui te manque là dans ce que tu manges? Un steak haché, cordon bleu, croque-monsieur, hamburger, on en mange encore un peu des fois. La croissance zéro, dans leur esprit, ça passe aussi par un chauffage naturel. Désormais, c'est ce poêle à bois qui chauffe toute la maison. Un changement radical qui a nécessité quelques adaptations. On a une maison à plusieurs niveaux, donc en hiver, tout le monde s'installe au rez-de-chaussée et on chauffe qu'avec la cuisinière. Et c'est pas contraignant de devoir tous dormir en bas dans la même chambre? Non, on est content de retrouver nos espaces au printemps, mais durant l'hiver, ça va. C'est juste la bonne période. Et ici, pas de télévision, pas de tablette ou de console de jeux pour les enfants de 7 et 9 ans. Toutes mes copines, à chaque fois qu'elles viennent là, elles n'arrivent pas à trouver le jeu qu'elles voudraient faire parce que j'ai pas les mêmes affaires qu'elles. Dans ma nouvelle vie, j'aime bien parce que là, des animaux, on a une grande forêt. La famille n'a pas l'impression de vivre dans un monde archaïque. Loin d'être un retour en arrière, pour nous, c'est une avancée en avant. Puis on a Internet, nos grands-parents ne l'avaient pas. Ce qui est important dans la vie, c'est de faire des choix. Et là, c'est un choix ? C'est un choix. C'est un choix, on a envie de le faire. Au quotidien, cette chasse au gaspillage passe aussi par les transports. Plus question d'aller en ville tous les jours. Les déplacements en voiture sont regroupés. Si je prends ma voiture pour aller à l'école et que j'ai du courrier à poster et que je dois prendre du pain, je fais tout en même temps. Je vais pas faire 3 trajets dans la journée. Un changement de vie qui, selon eux, les a rendus plus heureux. Dans l'avenir, grâce aux animaux et à la ferme, la famille s'est même fixé un nouvel objectif, l'autosuffisance. Alors faut-il croire à la fin d'une époque, celle d'une croissance à 3 ou 4%, voire davantage? Eh bien voici les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Philippe Boisserie avec Christophe de Valambra et Manuel Zadok. La réponse courte à est-ce que c'est la fin de la croissance est oui. Si on regarde en Europe ce qui se passe depuis 2007, à peu près partout la production industrielle est en train de baisser, à peu près partout les constructions sont en train de baisser, à peu près partout les transports en camion sont en train de baisser. Donc si on regarde un certain nombre de flux physiques qui font notre économie, ils sont déjà partis à la baisse en Europe depuis 2007. Moi je pense qu'on est tout à fait capable d'atteindre une croissance de 2% par an, 2,5% par an. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et sur une durée longue. Mais ça requiert de réformer nos institutions et nos politiques en profondeur. Dans un monde dans lequel c'est essentiellement les machines qui travaillent à notre place, et les machines mangent de l'énergie, c'est l'approvisionnement énergétique qui fait la croissance et absolument pas les gens au travail. Depuis les chocs pétroliers 74-79, on est en excès de travail, il y a du chômage partout, on est en excès de capital, il y a des bulles spéculatives partout. Par contre, on a commencé à être en ralentissement sur l'approvisionnement énergétique et c'est ça qui fait que l'économie n'est pas repartie après les chocs pétroliers. Et c'est du reste pour la même raison que malheureusement, je pense que la prochaine crise n'est espacée que de 2 à 3 ans à partir d'aujourd'hui. Comment peut-on donner une limite à ce qu'on peut découvrir ? Quand il y a eu la révolution de l'électricité, on n'avait pas prévu la révolution de l'Internet. Et quand il y a eu la révolution de la machine à vapeur, on n'avait pas prévu la révolution de l'électricité. On veut une société d'innovation. Eh bien, par définition, ce sont des sociétés en croissance, parce qu'elles génèrent de nouvelles idées. Je ne crois pas du tout à la fin de la croissance. Je crois qu'au contraire, les opportunités d'idées nouvelles et d'interactions intellectuelles vont faire qu'augmenter au cours du temps.
tous les régimes de redistribution, les retraites, la sécurité sociale, etc., toutes les augmentations à l'ancienneté, tout ce système-là, lui, a besoin de la croissance pour rester stable. Et si nous n'avons plus de croissance, on déstabilise tous ces systèmes et donc il va y avoir un temps d'ajustement qui, lui, va être très compliqué pour un monde politique qui, pour le moment, n'y a pas réfléchi une demi-seconde. Pour retrouver la croissance durable, il faut que nous devenions compétitifs, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment nos produits, qu'on fasse des produits ou pas chers ou de très bonne qualité pour satisfaire la demande croissante qui va venir des pays émergents. Et ça, nous ne l'aurons qu'avec des marchés du travail et des biens et services beaucoup plus flexibles, beaucoup plus mobiles. Eh bien là, nous serons en mesure d'avoir de très bonnes perspectives de croissance.